et à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission de l'After Game. On vous remercie encore de nous suivre sur les réseaux sociaux et ici sur YouTube, mais également sur notre site internet. Je vous rappelle que le lien est dans la description. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale en vue des locaux. Tout d'abord, on est désolé, on a eu un petit problème technique, mais nous sommes là. Et également, nous recevons un invité, c'est le journaliste de Maritima, spécialiste de l'Olympique de Marseille, Karim Atta. Bonjour Karim. Salut Enzo, Johan et Isaac. Ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de notre passion commune. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Et présent sur le plateau, nos deux chroniqueurs du jour, Isaac Chiguilette et Johan Gilles. Salut à vous deux. Salut Karim. Merci Karim d'être ici. Plaisir. Donc messieurs, au cours de ces 30 prochaines minutes, nous allons bien sûr parler de l'Olympique de Marseille, la saison compliquée que vivent les hommes de Rudy Garcia, quels sont les responsables de ce naufrage, et nous allons nous projeter sur le mercato hivernal de la saison prochaine. Et j'aurai quelques quiz à vous proposer, messieurs, au cours de ces sujets. Donc je lance le premier débat. Donc quel enseignement faites-vous de cette saison? Donc je relance quelques chiffres. Donc les Marseillais comptent actuellement 20 défaites, toutes compétitions confondues, en 50 matchs. Donc Karim, je te laisse la parole. Il y a un seul mot, hein, c'est raté quoi. La saison elle est totalement ratée parce qu'elle n'est pas en adéquation avec le projet qui avait été initié il y a un petit peu plus de 2 ans et demi par la direction, Franck McCourt, Jacques-Henri Hérault, Rudy Garcia et Andoni Zubizarreta. C'est l'ordre d'arrivée, c'est pas le quartier mais c'est pas loin quoi. Donc du coup, on va dire que tous les supporters, les observateurs, les suiveurs étaient quand même assez optimistes après la saison dernière où il y avait quand même eu quelque chose de fort avec une finale de Ligue Europa. On a fêté hier l'anniversaire de la finale, même si elle a été perdue. Il y a quand même eu une finale. Je rappelle que cette année c'est Chelsea-Arsenal qu'on retrouve en finale. Ça fait, pas que ça fait rêver, mais on se dit il y a quand même de grosses équipes qui peuvent être concernées par la Ligue Europa. Et la 4e place avait été accueillie de façon mitigée l'année dernière. Parce que secrètement l'objectif qui n'était pas avoué c'était la Ligue des Champions. Cette année il a été donné d'emblée avec depuis que la nouvelle direction est au pouvoir, un objectif qui monte de gamme chaque année, 5e puis 4e, donc la suite logique c'était 3e ou 2e, mais malheureusement on s'est rendu compte assez rapidement qu'on ne serait pas dans les clous. Il y a quand même une saison catastrophique en termes d'image au niveau de la gestion des coupes. Il y a quelques défaites qui sont alarmantes. Je pense à Andrézieux en Coupe de France 2-0. En Ligue Europa, on a seulement eu 1 point et on a perdu à domicile contre Limassol. Donc c'est des défaites alarmantes. C'est catastrophique. Oui, mais bon, voilà, ce sont des défaites qui auraient dû faire en sorte qu'il y ait du changement, au moins dans l'attitude. Je ne suis pas aussi radical que certains pour dire qu'il fallait déjà envoyer un coup de pied dans la fourmilière au niveau du mois de décembre, voire même de janvier, parce qu'il y avait quand même, on l'a vu qu'il y a eu des motifs d'espoir. Quand l'OM fait 16 points sur 18 entre février et mars, on se dit, bon, ben voilà, il y a quand même quelque chose qui est encore jouable. Les Marseillais étaient revenus à 3 points du podium. Mais par contre, voilà, je pense que le match qui a tout fait rebasculer, c'est le match contre Angers, parce que la défaite à Paris, on va dire qu'elle est logique, hein, voilà. Mais quand tu mènes 2-0 après 20 minutes de jeu et contre une équipe qui n'a pas grand chose à jouer, tu finis sur un match nul, 2 buts partout, je pense que moralement... De pénalty aussi. Ouais, mais bon, les pénalty... Non, mais peut-être ça montre aussi oui, il y en a 12. Défensivement, il y en a 12 oui, voilà, cette année. C'est énorme. Hein. Je crois que c'est l'équipe qui a concédé le plus de pénalty dans les 5 grands championnats. Avec seulement 2 pénaltys arrêtés, un pour Mandanda et un pour Pelé. Encore Mandanda, il est malheureux parce que quand il l'arrête, voilà, il y a revanche et sur-revanche pour le but de Kenny Lala. Non, voilà, c'est quand même assez compliqué. Le constat, de toute façon, il va falloir tirer un bilan. Alors après, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses dites à droite, à gauche, qu'il va y avoir du grand changement, le grand chambardement. Le grand ménage. Je ne suis pas sûr qu'on aille aussi loin que tout ça. Il y aura sans doute un changement d'entraîneur. Après, pour le reste, par exemple au niveau du changement de présidence, moi j'y crois pas une seconde. Mais bon, ça après, on verra bien sûr. Voilà, Isaac, Johan, si vous voulez rajouter quelque chose. Ouais, je vais revenir sur le mercato quand même, c'est Garcia qui a eu les pleins pouvoirs. Que penses-tu du bilan d'Andoni Zubizarreta? Ça fait 3 ans qu'il est à Marseille. Vraiment, qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé? Après, je sépare l'homme
de son boulot, hein, du professionnel, parce que l'homme est quelqu'un d'extrêmement sympathique, avec lequel tu peux discuter jusqu'à un certain point, parce qu'après il y a quand même une barrière qui fait qu'à un moment donné il ne donne pas les informations que tu souhaiterais avoir, mais ça c'est logique. Après le bilan du directeur sportif, ben, il est stérile, quoi. Je veux dire, il n'y a rien. Il y a des choses qu'on saura quand tout le monde sera parti. Là, il y a eu des bruits comme quoi il aurait proposé Valentin Rongier, on a entendu aussi Mahmoud Hassan pour seulement 5 millions d'euros cet hiver, et que Rudy Garcia a préféré prendre Mario Balotelli. Oui. Après, il y a des joueurs. On sait qu'il y avait Wabi Kazri qui était voilà, après, Kazri, c'est un cas un petit peu à part pour moi, parce que je me demande où est-ce qu'il aurait pu le faire véritablement jouer, parce qu'avant-centre, Kazri, pour moi, c'est pas un véritable avant-centre. Mais il joue avant-centre quand même. Oui, il joue avant-centre. Voilà, après, à la base, exactement. Il joue, on va dire qu'il joue avant-centre parce que Diony et Beric font pas l'affaire à 100% à Saint-Etienne. Mais bon, si tu as un véritable attaquant de pointe qui doit marquer des buts, Kazri doit être en soutien. Mais bon, quid de Payet et de Thauvin, je parle du début de saison. Hein. Je parle pas de maintenant, parce que maintenant les positions, elles ont sa place. Voilà. Mais bon, quand tu me dis Rongier à la place de Strootman, maintenant. Sur le papier, non. Maintenant, ouais, voilà. Au départ. Voilà, au départ, oui. Mais après avoir vu l'apport de Kevin Strootman, et surtout ce que ça peut coûter, ben, c'est sûr que le rapport qualité-prix est quand même en faveur du Nantais, quoi. Donc après, moi je trouve que c'est très bien. Il a encore fait une belle saison avec Nantes. Il sera sans doute dans les petits papiers de l'OM pour la saison prochaine, mais il doit être dans les petits papiers de beaucoup d'équipes, notamment des équipes étrangères maintenant. Donc ça va être plus compliqué. Donc le bilan d'Andoni Zubizarreta, c'est vrai que c'est difficile de ressortir quelque chose de positif. Parce qu'on s'attendait, moi le premier, quand on me dit le gars qui a fait ses armes à l'Athletic Bilbao, qui ensuite a été le directeur sportif du Grand Barça, c'est-à-dire qui a participé à la venue de certains grands joueurs, on parle de Neymar, il y a celui qui a signé quand même la prolongation historique de Léo Messi, et tu te dis, même si les moyens ne sont pas les mêmes, logiquement, il va pouvoir travailler et faire quelque chose. On a compris rapidement que c'était Rudy Garcia qui aurait la main sur le recrutement, alors on s'est dit, alors il va y avoir du travail effectué ailleurs, notamment au niveau de la formation, des trucs comme ça, mais aujourd'hui, franchement, c'est très obscur comme regard, ce qu'on peut donner sur Andoni Zubizarreta, parce qu'il est là, mais c'est vrai que c'est un travail invisible. Alors, invisible, pourquoi? Ça, aujourd'hui, j'ai pas la réponse, mais pour moi, c'est une grosse déception, quoi, parce qu'on s'attendait à voir autre chose de la part de Zubi. Justement, tu as parlé d'un changement d'entraîneur à l'Olympique de Marseille. Quel profil d'entraîneur aimerais-tu avoir au sein de cette équipe? Après, il y a plusieurs choses. Hein. Tu peux prendre le profil d'un entraîneur qui aime bien donner de la confiance aux jeunes, mais surtout qui veut vraiment faire travailler son équipe. Après, on ne va pas parler de schéma, de volonté de jouer, d'attendre, de ci et de là. Moi, j'aime bien le football, le beau football, quand il est pratiqué comme des équipes qui veulent aller de l'avant. Mais bon, ça, tout dépend aussi. Je pense pas que tu puisses faire comme à l'époque de Bielsa, où tu dis, bon, tu as un effectif, qui était déjà pas mal, quoi, et tu vas faire jouer cet effectif véritablement comme tu veux le faire, parce que tu as des joueurs qui ne sont pas adaptés. Exactement. Tu vois, on l'a vu, hein, depuis que Rudy Garcia est là, il y a quand même beaucoup de joueurs qui jouent pas à leur poste ni de formation, ni de prédilection, alors pour des bonnes ou mauvaises raisons. Hein, mais non, après, sur le profil de l'entraîneur, je vais m'attirer la foudre de certains de mes coéquipiers, de mes confrères. Moi, je pense que ça serait peut-être pas mal de voir un entraîneur étranger. Même si les entraîneurs français sont bons, qu'il y en a qui sont disponibles sur le marché. Aujourd'hui, il y a un gars comme Laurent Blanc, Claude Puel, bien sûr. Après, Claude Puel, c'est bizarre parce que Claude Puel, pour moi, c'est un très bon entraîneur. C'est un très bon entraîneur. Mais après, ici, on est à Marseille. Et à Marseille, tu veux quelque chose qui brille. Voilà, c'est ça. Mais bon, le problème, c'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se dise que peut-être qu'on n'est pas obligé d'avoir quelque chose qui brille pour avoir des résultats. Alors Claude Puel, sur ses dernières expériences à l'étranger, que ce soit Southampton
ou plus récemment à Leicester, Leicester. c'est quand même, moi je trouve que c'est quand même très intéressant. Il ne faut pas oublier quand même que C'est pas mal. cette année, Leicester, ils ont connu la plus grosse tragédie de l'histoire du club, quoi, avec le décès du président, l'accident d'hélicoptère. Donc il y avait quand même, bon, il y avait un effectif aussi, hein, parce qu'il y avait quand même des internationaux, des mecs comme Vardy et compagnie. Mais je trouve qu'il a fait du bon boulot. Quand il était à Nice, il a fait du très bon boulot. Quand il était à Lyon, il a quand même fait du bon boulot. Il a été champion, quoi, le mec. Hein. Donc, tu peux pas dire que c'est pas un bon entraîneur. Après, voilà, la question que tout le monde va se poser à chaque fois pour n'importe quel entraîneur qui sera sur le banc de l'OM, est-ce que c'est un entraîneur qui correspond à l'Olympique de Marseille, je dirais à son histoire, à la relation qu'on peut avoir avec les supporters. Donc ouais, et comme chaque fois, c'est à la fin, hein. C'est à la fin qu'on pourra juger, puisque Rudy Garcia il avait quand même très bien commencé à l'OM. Hein. Il fait 7-8 premiers mois très intéressants, avec une équipe qui était moins forte que celle que tu avais cette année, mais qui avait fini quand même 5e. Donc 5e, grâce au Paris Saint-Germain et ses victoires en coupe qualifiées pour la Ligue Europa. Et ensuite, la campagne européenne de l'année dernière, plus quand même quelques matchs intéressants en championnat de la saison dernière. On fait... au PSG quand l'Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain. Oui, bien sûr. Mais bon, après voilà, je pense que Rudy Garcia gardera aussi l'étiquette de l'entraîneur qui n'a jamais réussi à battre une équipe de top 3. Quoi. Donc c'est ça le problème. Tu as des chiffres, je crois, Yoann. Si Marseille s'incline face à Montpellier la dernière journée, ça fera seulement 3 points pris sur les 30 possibles face au top 5. C'est quand même insuffisant si on veut terminer son podium. Oui, après si Marseille bat Montpellier, Marseille risque de finir dans le top 5. Oui. Ouais. Non mais bon, voilà, c'est... Ouais. Mais bon, après, attends, je te dis pas ça pour dire que c'est une consolation, parce que franchement, tu finis 5e, 6e, 7e, 8e, c'est exactement pareil. Parce que même Nîmes peut revenir sur l'Olympique de Marseille. Ouais, bien sûr. Si gagne les 2 matchs, il Marseille. Au final, à la fin de la saison, il n'y aura rien du tout. Non, voilà. Donc la 5e place, c'est en gros cette année, c'est la place du con, quoi. C'est ça. Donc, alors moi je dirais quand même qu'il faut quand même espérer que l'OM gagne ses 2 derniers matchs, à Toulouse samedi, puis vendredi contre Montpellier, pour la bonne et simple raison que le climat est déjà un petit peu compliqué, et que si tu gagnes tes 2 derniers matchs, attention, hein, rien ne va être pardonné, mais au moins tu ne vas pas alimenter un petit peu plus le débat. Et les supporters attendront juste qu'il y ait des annonces de fête à la suite de la saison, alors que si tu venais à perdre samedi à Toulouse et que tu fasses un mauvais résultat contre Montpellier, déjà, en plus de la déception qui a été alimentée par rapport au championnat, par rapport aux coupes, en plus tu aurais une fin de saison de merde, parce que bon, le match de Lyon il est catastrophique, quoi. Il est catastrophique, parce que, bon, vous l'avez vu comme moi, c'était pas un grand Lyon en plus. Hein. Non mais voilà. La question qu'on peut se poser, c'est l'Olympique de Marseille ne joue plus rien face à Lyon, on va dire, à part l'honneur. Oui, mais bon, l'honneur il est très important à ce moment-là. Oui, voilà, mais 62 000 spectateurs. Voilà, mais est-ce qu'on a vu la révolte des Marseillais? C'est ça aussi qu'on peut se poser. Parce oui, on a dû voir la révolte. Non, mais la révolte de 3-4 joueurs, pas plus. C'est ça. Et ça, tu vois, bon. C'est ce qui a manqué toute la saison. Florian Thauvin n'était pas très bien depuis quelques temps. Il fait une bonne rentrée à la mi-temps. Mais bon, après, Rudy Garcia te dit que c'est lui qui n'a pas voulu. C'est lui qui n'a pas voulu. Bon, après, il n'a pas voulu. Pourquoi? Parce qu'il ne se sentait pas bien physiquement. Est-ce qu'il avait encore mal à la cheville? Donc, ou alors, oui, après, ça laisse. Le problème, c'est que quand il y a des choses qui sont dites comme ça laisse libre cours à n'importe quelle interprétation. Et c'est pas clair. Et tout ce qui n'est pas clair n'aide pas le club. Alors, messieurs, clôturons ce débat. Avant de passer au prochain sujet, j'ai quelques questions, un petit quiz à vous proposer sur la Ligue 1 Conforama. Donc, première question, qui est le meilleur passeur de Ligue 1? Savanier. TJ Savanier, donc 12 passes décisives, suivi de Nicolas Pepe, 11 passes, et André Di Maria, 10. Il y en avait un qui était quand même bien placé, mais qui ne joue plus depuis. Voilà, c'est ça. C'était Dimitri Payet, qui a été quasiment rattrapé par Lucas Ocampos. C'est vrai. Alors, deuxième question, quelle équipe a le taux de possession de balle le plus faible en Ligue 1? Donc j'ai 3 propositions, le Stade Malherbe de Caen, Angers ou alors Amiens. Ouais, moi je dirais Angers. Eh ben c'est Angers avec 45%. Il est dernier au classement. Et à 19e, je notais que Guingamp a 46% à égalité avec le Stade Malherbe. Alors, troisième question, quelle équipe a concédé le plus de cartons jaunes cette saison? L'Olympique de Marseille, Saint-Etienne ou alors l'AS Monaco? L'AS Monaco. Ouais, Monaco. Saint-Etienne.
C'était Oui, mais après, peut-être dans Monaco, c'est peut-être les rouges. Saint-Etienne pour Casery peut-être. Bah, c'est l'AS Monaco avec Ah, ouais. 83 cartons jaunes, suivi de l'OM 79 et l'AS Saint-Etienne est loin derrière, 7ème avec 62 cartons jaunes. Et dernière question, quelle équipe a concédé le plus de cartons rouges cette saison? L'OM, Saint-Etienne ou Dijon? Compliqué. Euh... Saint-Etienne en a pris pas mal. Ouais, après. ouais, l'OM aussi. Hein. Ouais, Ouais, l'OM aussi. Ouais, l'OM aussi. C'est vrai qu'on parle pas de Dijon, mais. Je dirais Dijon quand même. Ouais, Dijon, il y a des matchs quand même, ils ont fini à 9. Il y en a au moins deux Ouais, cette saison. Moi, je dirais Dijon. Vous avez à moitié raison parce qu'il y avait l'OM et Saint-Etienne aussi. 7 cartons rouges. Ah, Les trois équipes, fort. les trois Fort. équipes avaient reçu 7 cartons rouges cette saison. Alors deuxième sujet de... Tu voulais... Non, non. Donc deuxième sujet de l'émission. Donc messieurs, donc, comme on l'a dit, la saison de l'Olympique de Marseille est catastrophique. Mais pour vous, quels sont les responsables? Jacques Carreiro, le président, donc on parlait d'Andoni Zubizarreta, Rudy Garcia, ou alors peut-être même le propriétaire Franck McCourt. Moi, Isaac. le seul nom que je donnerais, ce serait celui de Jacques-Henri Hérault, car je pense que c'est l'homme qui a donné les pleins pouvoirs à Rudy Garcia. Donc, Rudy Garcia s'est approprié le pouvoir et a voulu faire son effectif comme il a pensé, à recruter les joueurs qu'il voulait. Donc, comme tu l'as dit, Karim, Kevin Strootman, son ancien joueur de l'AS Roma. Et pour moi, c'est Jacques-Henri Hérault l'unique responsable de ce désastre cette saison. Johan? Oui, c'est sûr que Jacques-Henri Hérault a donné des pleins pouvoirs à Rudy Garcia. Après, on peut pointer du doigt quand même Rudy Garcia, c'est lui qui a attiré ses joueurs au mercato. Strootman, comme tu l'as dit, 30 millions d'euros quand même. Kaleta Tsar aussi, Radonjic. On remet en question aussi le rôle, comme on en a dit précédemment, du rôle de Zubizarreta. Donc oui, Jacques-Henri Hérault, c'est sûr qu'il a eu un rôle dans ce désastre de cette saison de l'Olympique de Marseille. Est-ce que pour toi, Franck McCourt n'aurait pas eu le rôle un peu de mouliner tout ça, d'engueuler un peu Jacques-Henri Hérault, Zubizarreta, de les faire une réunion par exemple? Après, peut-être que c'était fait. Oui, voilà, peut-être que Peut-être que ça a été c'était fait. fait quand il y a eu le fameux colloque à New York ou à Boston, là, où Jacques-Henri Hérault s'est présenté. Ouais, je sais pas. Bon, après, je pense que celui qui est pour moi, le moins à blâmer, c'est McCourt, parce que lui, il est actionnaire. Il est actionnaire, donc, pardon, actionnaire, il donne les clés à des personnes. Son relais préférentiel, c'est quand même Jacques-Henri Hérault, qui doit ensuite gérer le club. Pour moi, les torts sont quand même partagés. Et après, il y a des gens dont vous ne parlez pas. Et les joueurs. Les joueurs, oui, bien sûr. Ouais, bien sûr, bien sûr. bien sûr. Ah ouais, ouais. Si Jacques-Henri Hérault a des responsabilités, c'est sûr. Rudy Garcia a des responsabilités, c'est sûr. Mais les joueurs, il y a des joueurs, franchement, qui sont passés totalement à travers de leur saison. Il y a des mecs. Adil Rami, pour moi, il n'a pas joué cette saison. Alors que l'année dernière, c'était un des joueurs qui avait le plus porté le maillot de l'OM. Il jouait même quand il était blessé. Il avait fait une très belle saison. Mais bon, je pense qu'il a eu du mal à digérer la Coupe du Monde. Même là, on le voit sur les réseaux sociaux, il n'est pas clair, le message qu'il a mis après la défaite de Lyon. Donc des fois, c'est des messages pas clairs aussi de sa part. Ben là, on va voir aussi par rapport à... Oui, l'absence de Thierry Tatsar. Thierry Tatsar et Camara, puisque Thierry Tatsar sera absent contre Toulouse. Camara joue le Camara sera absent contre Montpellier, donc logiquement, mais après il n'y a plus rien de logique, voilà. Hein. C'est Rami qui devrait jouer les deux prochains matchs. Mais voilà, mais même, j'adore Luis Gustavo. Mais bon, Luis Gustavo, même s'il a été chamboulé par des changements de poste à travers début de saison, je sais pas, il a pas fait une belle saison. Ouais, peut-être un contre-coup aussi de la saison dernière. Alors ça voudrait dire quoi? Qu'il était en sur-régime l'année dernière? Je pense. Qu'il a trop joué, qu'il a... Tu vois, après Dimitri Payet, Tous. tous. Thauvin a été, début de saison, Thauvin a été bon voilà. statistiquement. Ouais. Voilà, Statistiquement, parce que Mais même... 13 buts cette saison, Florian Thauvin. Mais il faisait pas une grosse première partie de saison. Mais dans le contenu des matchs, c'était on va dire, c'était moyen plus. Mais il était décisif. Après, on attendait de ces joueurs dans les grands matchs aussi. On attendait beaucoup de Florian Thauvin face au top 5, comme tu l'as dit. Et une seule victoire, c'était face à Saint-Etienne. Après, la question qu'on peut se poser, comme on s'est posé la dernière fois, si Florian Thauvin est absent dans les grands matchs, est-ce que aussi c'est dû à l'équipe qui est absente aussi dans les grands matchs? Ah ben il n'est pas seul à être Voilà, absent. c'est ça. Je veux dire que on parlait du match nul 2 buts partout de la saison dernière de l'OM contre le PSG. Florian Thauvin quand même. Il était bon, voilà, mais il les a autres marqué, aussi. Mais les autres voilà, aussi, c'est ça. oui. Les autres C'est aussi, ça. ils étaient bons. Ils ont Exactement. joué un match, un véritable, pas
pas un match à la vie, à la mort, mais Donc, presque. on exige. Et c'est ce qu'il faudrait faire dans les gros matchs. Et c'est là où on est tous déçus. C'est qu'on ne retrouve pas une envie. Parce que dans un match de foot, il y a des forces et des faiblesses, des temps forts, des temps faibles. Et tu as des équipes qui sont supérieures, il n'y a rien à dire. Hein. Mais quand même, quand tu as une volonté de te dépasser, de faire beaucoup plus que ce que tu vaux en réalité, tu peux le faire. Pas tout le temps. Mais sur tous les matchs que tu joues contre le top 3 depuis 3 ans, je sais pas, cette envie-là, moi je ne l'ai pas vu 50 fois. Quoi. Alors c'est vrai que tout le monde s'était enflammé sur la victoire de l'OM à Monaco en début de saison. On s'est dit, ça y est, enfin. Monaco joue le maintien. Oui, Voilà. sauf que je rappelle juste un truc, c'est pas pour essayer de sauver la face, mais quand tu bats Monaco, ils étaient classés devant toi. Oui, bien sûr. Ils étaient classés devant toi, donc ça aurait pu. Mais c'était quand même les prémices de 2 équipes qui étaient malades. Quoi. Voilà, exactement. Après, moi j'ai vu une image frappante contre Lyon. Quand Thauvin rentre, frappe un corner qui demande au public d'encourager, il se fait presque jeter dessus des bouteilles ou des trucs comme ça. Donc les supporters ont toujours été là cette saison. À part bien sûr contre Monaco, je me rappelle, où il y avait eu la grève. Mais les supporters, par exemple, contre Lyon, et de la première à la 90e minute, ils ont sans cesse encouragé les Marseillais. Première à 80e. 80e. Après, parce que les 10 dernières minutes contre Nantes et contre Lyon, mais bon, c'est logique. Et je trouve que c'est même. Parce qu'en plus, les Winners fêtaient leurs 32 ans contre Lyon. Mais c'est même glorieux, je dirais, où c'est intéressant de la part des supporters de la posture qu'ils ont prise sur les 2 derniers matchs. Parce que même les 2 derniers matchs à la maison, contre Nantes, le contenu était catastrophique aussi de la part de l'OM. Et ils ont quand même été derrière leur équipe jusqu'au moment où ils en ont. Ras-le-bol. Tu te dis, pourquoi? Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Est-ce que je siffle? Donc ils avaient quand même prévu la banderole, la fameuse direction d'émission. Et les ultras avec leur phrase la dérive du champion project. Oui, bon alors après, mais c'est pas méchant. Non, voilà, c'est ça. Je veux dire, il y a des climats qui sont mais il y a des climats qui sont beaucoup plus chauds. Et on en a connu des beaucoup plus chauds à l'OM. L'époque de Mitchell, par exemple. C'est énorme. Le OM Rennes et le OM Bordeaux de l'époque Mitchell. Il y a les chèvres qui étaient sortis. Non, mais bon, encore, ça, ce sont des choses. Et les supporters s'en étaient pris aux joueurs, là, pour le coup. Là, franchement, sur les 2 derniers matchs, les joueurs n'ont pas été voir le public à la fin du match. Ça peut se comprendre par rapport à l'ambiance nauséabonde qu'il y avait à la fin du match. Mais tu t'es dit, là, il n'y en a que pour la direction et pour Rudy Garcia. Et les joueurs sont quand même bien protégés, je trouve. Après, ce qu'on aurait pu demander à Florent Thauvin pour revenir sur ce joueur, c'est qu'il aurait apporté un apport vraiment considérable comme ce qu'a Nicolas Pepe avec le LOSC actuellement cette saison. Oui, mais on va dire que le LOSC sort sur la vague. Parce que le LOSC, quand les 11 sont placés par Christophe Galtier, c'est les 11 qui sont là, qui sont présents. Alors que peut-être on peut dire que l'Olympique de Marseille, c'est pas une équipe qui sort sur la vague comparé à Lille. Mais avec la saison qu'il a fait la saison dernière, Florent Thauvin et le statut de champion du monde, il aurait pu quand même soulever l'Olympique de Marseille dans des moments où on voulait voir l'Olympique de Marseille remporter de grands matchs. Donc, et jouer un rôle de leader, tout simplement. Est-ce que Thauvin est un leader? C'est ça aussi qu'on peut se poser. Est-ce que c'est pas le sujet, mais est-ce que Thauvin est un leader? C'était quand même le meilleur joueur la saison dernière. Après, meilleur joueur, il a parfois porté le brassard de capitaine lorsqu'il n'y avait pas Dimitri Payet, Steve Mandanda ou même Gustavo. Mais non, il n'y avait pas Payet, Gustavo et Rolando. Parce que Mandanda était sur le terrain et Thauvin avait le brassard de capitaine. Oui, mais de cette saison. Cette saison, Thauvin a eu le brassard de capitaine alors que Mandanda était sur le terrain. D'accord. Voilà. Oui, et après, quand il y a eu les absences conjuguées, c'est Mandanda qui a récupéré le brassard. Donc clôturons ce débat. Donc deuxième quiz. Maintenant, je vais vous dire quelques clubs et vous allez devoir me retrouver le joueur qui se cache derrière ces clubs. Ok? Un peu plus compliqué. Donc si je vous dis le FC Nantes, c'est dans l'ordre. FC Nantes, Saint-Etienne, le LOSC, l'Olympique de Marseille. Payet. Ouais, Payet, c'est ça. Payet. On peut même plus commencer par le Havre. Ouais. Oui, le Havre, c'est là où il a été formé comme de nombreux joueurs comme Steve Mandanda, Lasdiara ou d'autres. Pogba. Très bon centre de formation. Deuxième joueur, les gardiens. Surtout pour les gardiens. Alors si je vous dis, Dimitri Payet, c'est 71 buts en 380 matchs de Ligue 1. Bon, c'est pas... Après, c'est pas son rôle après de marquer. Peut-être qu'il y a plus de passes. Oui, il y a plus de passes. 70 buts, c'est quand même... C'est correct. C'est correct. Ça fait un but tous les 4-5 matchs. C'est ça. Voilà. Allez, deuxième joueur, si je vous dis l'Olympique Lyonnais, le TFC, l'OGC Nice, le LOSC Ah non, il fallait dire une bêtise. ou Dijon. J'ai mis pied. Non.
Il a commencé en 2002 sa carrière professionnelle. Tu peux Il est encore en activité? Oui, il est joue, en hein. activité. Il joue À Dijon. Balmont. Balmont, ouais. Ouais, Balmont, c'est ça. Balmont. Balmont. 500 matchs en Ligue 1 qu'il les a fêtés il y a pas 300 très retraites, longtemps. Et 13 buts. Voilà, après, c'est pas son rôle de marquer, mais il a quand même marqué ses 13 buts. Bah, lui, ça aurait été intéressant d'avoir la stade des cartons. Oui, c'est vrai. Allez, troisième joueur, si je vous dis le Bastia en 2009, Bordeaux, Casadri. ton collègue. Donc c'est 168 matchs en Ligue 1 pour 49 buts. C'est pas mal aussi. Non, par contre, ça fait 10 ans de carrière et 168 matchs. C'est pas énorme. Hein. Non, c'est vrai. Après, En il Ligue a 1, joué- après, Oui, oui, Il bien fait sûr. sa meilleure Il a saison joué cette 2 ans, Il est 2 en ans en première Sunderland, ligue, mais il a c'est été pas prêté 1 an au Stade Rennais. Il fait sa meilleure saison cette année. Cette année. 13 buts. Allez, dernier joueur, donc si je vous dis l'Inter de Milan, Manchester City, AC Milan, évidemment Balotelli, Tu Caca. vois, Manchester City, c'est quoi? qui a quand même 71 matchs en Ligue 1, 41 buts. Voilà. Avec Nice, avec l'Olympique de Un Marseille. gros ratio. Hein. Ouais. Oui, voilà. Pour la Ligue 1, c'est un très gros ratio. Allez, passons maintenant au troisième sujet de cette émission. Donc, que doivent faire les dirigeants cette saison mercato hivernale? Donc, Karim, Isaac et Johan. Estival, pardon, désolé. Estival. Donc, Johan et Isaac, Karim t'ont préparé des joueurs et des coachs. Donc, je vais leur laisser la parole et tu donneras après tes impressions. Allez. Qui prend la parole? Donc, ouais, bah, je vais commencer. Hein. Allez, On a ouais. fait une petite liste. Donc, pour moi, Marseille, pour cet été, ce sera plutôt un mercato made in Ligue 1. Des joueurs qui connaissent vraiment la Ligue 1 et qui soient directement aptes à jouer en Ligue 1. Puisque si Marseille fait un recrutement qui mise sur des jeunes joueurs, comme des Brésiliens, comme Lille a pu le faire, on sait qu'il faut toujours au moins une année D'adaptation. voilà, d'adaptation Si pour ce n'est pas s'acclimater, deux. si ce n'est pas deux. Voilà. Donc moi j'ai pensé donc à Valentin Rongier, comme bien sûr il a déjà été songé à Marseille, Edouard Mendy au Cage, qui est déjà passé par l'OM. Isaac, vas-y, tu peux continuer. Moi j'ai pensé au poste de défenseur gauche à Arthur Masuaku, je sais pas si tu connais, le défenseur gauche de West Ham, passé par Valenciennes, Oui. très bon joueur, donc je pense qu'il ferait, Olympiakos. Olympiakos. Je pense qu'il ferait beaucoup de bien à l'OM. 23 matchs cette saison, il a une valeur estimée à 7 millions d'euros. Il faut voir la valeur de son salaire aussi. Hein, parce que Ouais. West Ham, Mais le poste de défenseur gauche, il faut en tout cas un joueur pour concurrencer À ma vie. Jordan Amavi. Et au poste de milieu de terrain, j'ai pensé à Elias Skiri, qui est actuellement dans une situation un peu délicate à Montpellier. Très bon joueur qui ferait aussi beaucoup de bien à l'Olympique de Marseille. C'est sûr. Tu peux continuer. Voilà. Alors au milieu de terrain, toujours, non, plutôt sur le secteur défensif, il avait déjà été cité à Marseille aussi, c'est Diego Carlos, défenseur de Nantes. Ça fait 3 saisons qu'il est en Ligue 1, il il doit est être au costaud. festival de Cannes. Très fort. Il doit bien aimer les pelouses, je pense. Et sur le plan offensif, Kamano, pour moi, il Pas, c'est un dommage, malheureusement, pas très régulier. Hein, pas très parce que, régulier, il mais est cette saison, il marque quand même. capable de faire des choses très fortes. Et quand il était à Bastia, il était très très À bon. Bastia, ouais. D'ailleurs, il avait été repéré par un recruteur à Bastia, il était au Mali, un club, c'est un émissaire en Afrique de Bastia qui l'a repéré. Et ça s'est avéré très bon comme recrutement. Mais il met du temps quand même à confirmer tous les espoirs, parce que franchement on pensait qu'il irait beaucoup plus haut et beaucoup plus vite. Ouais. Oui, c'est sûr, mais après il est encore jeune. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Mais bon, il a quand même, maintenant il doit avoir au moins 5 saisons en Ligue 1. Ouais, 4 ou 5, ouais. Et ouais. Isaac, tu peux continuer. J'ai un joueur pas très connu du grand public, c'est Aïten Moussif, un jeune joueur du Paradou AC dans le championnat algérien. Un peu le profil type Youssef Attal. On voit la saison que réalise Youssef Attal à l'OGC Nice. Donc je pense que l'OM peut tenter des Il est coups jeune, hein. très jeune, 22 ans. Une valeur estimée à 225 000 euros. Ils ne sont pas très conséquents pour l'OM. Ils pourraient réaliser un coup. J'ai aussi Anthony Knokaert, attaquant de Brighton. Brighton qui réalise une saison compliquée. Donc pourquoi pas ce joueur qui est passé Mais par, bon, ils se sont et par le LOSC. Ils sont maintenus. Maintenu. Donc si l'OM est à un attaquant, peut-être Anthony ferait beaucoup de Non, c'est bien, c'est bien parce qu'après vous recherchez des joueurs quand même. Mais tu vois, je prends l'exemple de Knocker, c'est difficile quand même de faire venir un joueur comme celui-là à l'OM, qui encore une fois, il joue dans le championnat d'Angleterre, donc il n'a pas un petit salaire. Mais quand tu dis Knocker à Marseille, ils vont te dire Voilà. c'est quoi Ouais. C'est quoi C'est un nom, c'est un Après- joueur, c'est quoi Après, maintenant, il faut penser que le recrutement, la politique devrait changer. L'OM ne peut pas se permettre de recruter que des stars pour au final se finir derrière des équipes comme Montpellier. Après, le LOSC. il faut, tu vois, tous ces joueurs dont vous parlez, il y en a quand même qui valent vraiment le coup, moi je pense. Hein. Mais il ne faut pas oublier un truc, hein, c'est que les joueurs seront sous les
couleurs de l'Olympique de Marseille, dans un stade qui sera peut-être pas toujours plein, mais voilà, potentiellement 60 000 personnes. Contre Lyon et Paris, Il faut savoir tenir la pression, quoi. Et c'est vrai que quand tu joues, même à West Ham c'est un très bon club anglais, hein, puisque voilà, ils sont installés en Première Ligue depuis pas mal d'années, club londonien avec beaucoup de moyens, mais quand je vois le recrutement qu'ils ont fait cette année, avec des mecs comme Yarmolenko et compagnie, ben, tu te dis, mais... Fulham aussi. Oui, oui. Fulham, De toute façon, là maintenant, ça va être... Et plus les années vont passer, et plus on va halluciner, parce que quand vous allez voir les Sheffield, ils vont se monter une équipe assez correcte, puisqu'ils vont acheter... Wolverhampton, je ne sais plus combien de joueurs ils avaient acheté au Mercato, donc ça a marché. Non mais ça ne veut pas dire que l'année prochaine, tu vois, ils vont faire la même saison, quoi. Donc ça va tellement vite, il y a tellement d'argent qu'ils font n'importe quoi, à mon avis, hein, parce qu'ils ne regardent même pas les sommes qui vont sortir. Et je pense que c'est compliqué d'attirer des joueurs du championnat d'Angleterre. Tu parlais de Masuaku qui reste relativement jeune, quoi, même si c'est un joueur confirmé, maintenant il doit avoir 27-28 ans, un truc comme ça. Mais je me dis, pour pouvoir s'aligner sur les salaires de la Première Ligue, c'est compliqué. Ah ouais. Enfin, je suis pas sûr qu'il touche un salaire plus conséquent que Payet ou Gustavo. Non, mais bon, tu vas pas donner non, c'est sûr. Non, mais en fonction des départs. Si Payet et Gustavo partent cet été. Je suis d'accord, mais bon, mais même, est-ce que, je sais pas, si je vous dis, si vous donneriez 250 000 € à Masuaku, pour un arrière-gauche, non. C'est sûr. Voilà. Et vous pensez qu'il est à 100 000 € en Première Ligue? Ah non, ça c'est sûr. Voilà, donc c'est compliqué, quoi. Et de toute façon, les Français, en général, je ne parle pas du PSG, mais les Français ne luttent pas du tout dans la même catégorie. Parce que la fiscalité n'est pas la même. Parce que j'entends plein de choses. L'Ajax, avec ses 86 millions de budget, si on ramène à la fiscalité, ça fait quand même. C'est pas énorme non plus, mais ça fait 140 ou 145 millions. C'est pas le même. Et après, l'Ajax, il y a une histoire, quoi. C'est quelque chose d'un peu différent. Mais bon, il y a des bons coups là dans les joueurs que vous avez cités. Peut-être dans le championnat français, moi je pense à Marcus Thuram ou Andy Delors qui est actuellement pris au Toulouse FC. Et Marcus Thuram et Guingamp qui est relégué. Je pense qu'obligatoirement ce joueur devra rebondir, devra partir de Guingamp. Mais de toute façon, Guingamp est en Ligue 2, je pense que Thuram... Mais pas comme ton attaquant principal. Comme un deuxième attaquant. Pour l'Olympique de Marseille, Thuram, c'est pas assez... Après, moi j'ai une vision... Il a une belle marge de progression. Ouais. Hein. Après, j'ai une vision différente de l'OM. Je pense qu'actuellement, l'OM ne peuvent pas recruter des joueurs à un certain niveau. Donc, je pense qu'ils devront renouveler l'effectif et un peu prendre de jeunes joueurs pour... Peut-être la saison prochaine sera pas meilleure. T'as quand même des postes qui sont vraiment très très importants. Le poste de gardien, c'est très important. Le poste, et on l'a vu, parce que franchement, les gens... Il n'y a pas de souci, chacun a son idée sur Mario Balotelli, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais il y a 9 chances sur 10 quand même, je pense, hein, que si Balotelli avait été là au mois d'août, je pense que l'OM serait... il aurait amené une certaine énergie. Il aurait marqué des buts, voilà, tout simplement. C'est ce qu'on demande à un attaquant. Quoi. Oui. Sur le poste de Mandanda, on attend souvent dire oui, Mandanda, c'est fini et tout. Alors est-ce que pour toi, il a lâché l'équipe, ou alors tout simplement, il est fini? C'est juste une petite question. Non, il n'a pas lâché l'équipe, il n'est pas fini non plus. Je pense qu'il a vraiment... peut-être que lui, il est lassé. Il est dans une période où... Après, je ne connais pas sa vie personnelle et compagnie, mais bon, je pense qu'à un moment donné, il a peut-être fait beaucoup moins d'efforts. Il est sorti, quoi qu'on en dise, il est sorti de la Coupe du Monde, donc c'est quelque chose qui est particulier. On se rend compte qu'il y a beaucoup de joueurs, je ne parle pas des Marseillais, mais des joueurs Nzonzi par exemple, qui n'existent plus, quoi, quasiment. Hein. Donc tu te dis, Benjamin Mendy, là, Kanté n'est pas exceptionnel. Il est moins, ça reste quand même un très bon joueur. Mais bon, c'est vrai que quand au sortir de la Coupe du Monde, N'Golo Kanté, c'était peut-être un des 3-4 meilleurs milieux défensifs au monde. Aujourd'hui, même Pogba. Ceux qui sont sortis de la Coupe du Monde, ils n'ont pas été très bon. Non. Loris. Oui, exactement. Mbappé, il a les stats, Mbappé, mais après c'est un Ligue 1. Voilà. Ouais. Lui, on attend la Ligue des Champions, on parle. Voilà. Mais bon, Mandanda, de toute façon, ça m'étonnerait qu'il bouge. Donc, je crois qu'il sera numéro 2 l'année prochaine. Il a accepté d'être numéro 2. J'ai entendu ça après. Il a accepté d'être numéro 2. Je pense que s'il y a eu discussion, parce qu'en plus c'est difficile de dire numéro 1, numéro 2 quand tu ne sais même pas qui sera l'entraîneur. Donc voilà. Non, après peut-être que lui il est ouvert à une discussion sur un poste de numéro 1 bis. C'est-à-dire on met les deux gardiens sur la même ligne de départ
et ben, tu fais la prépa, et ensuite ben, tu vois quel joueur va débuter la saison, mais pas faire l'alternance comme a fait Paris, parce qu'on voit que ça marche pas, mais ensuite se dire Faire jouer la concurrence. le meilleur joue, Voilà. le meilleur joue. Et là, c'est pas ce qui s'est passé à l'OM, puisque Pelé a fait sa saison en tant que numéro 1, et quand Mandanda est revenu, ben, il a accepté d'être numéro 2, et je pense que c'est pour ça aussi que Yoann Pelé ne restera pas à l'OM. Parce que Pelé avait réalisé une bonne saison avec l'Olympique de Marseille. Ouais, bien sûr. Oui. Il y a eu surtout 6 derniers mois. Voilà, 6 derniers mois oui. qui avaient été très très bons. Et, Même non, contre mais là, Leipzig, je me rappelle quand contre Leipzig, quand Mandanda est blessé, il a Match réalisé. Match retour, oui. match aller. Oui, match aller, oui. Mais Match retour, non, mais après lui il mérite d'avoir sa chance, que ce soit en Ligue 1 ou dans un club très ambitieux de Ligue 2, je dirais. Yoann Pelé, voilà, je pense que Il est revenu très loin, quand même, hein. ces dernières années, il va falloir qu'il prenne un peu de plaisir sur le terrain et peut-être un peu moins sur le banc. Mais bon, pour Mandanda, il ne faut pas oublier qu'il Mandanda, c'est pas un vieillard non plus. Non. Mais c'est vrai que sur les performances de cette année, il mérite d'être chahuté. Voilà. Il mérite d'être chahuté. Alors après, qu'est-ce que... On verra le coach. Et voilà, de c'est l'année c'est prochaine. très important. Et d'ailleurs, C'est très important. Isaac et Johan, vous avez pensé à quelques coachs pour l'année prochaine pour remplacer, on va Il y a dire, des trucs réalisables. Ouais, réalisable. Je Zinedine pense à- Zidane, non? Non, je pense à peut-être Christian Gourcuff, un retour en Ligue 1. Il sera en fin de contrat fin mai. On a toujours l'image d'un entraîneur qui proposait un très beau jeu, peut-être avec le Lorient. J'ai pensé aussi à Sabri Lamouchi, ou peut-être à Thierry Vaïd Alidozic, du FC Nantes. Pourquoi pas? Bon, après, je sais pas au niveau contrat comment il est. Ça m'étonnerait qu'il ait signé que pour, C'est ça qui est compliqué. que pour 9 mois ou je sais pas, quand il est arrivé à Nantes. Et Nantes a déjà eu ce genre de péripéties avec Conceição il n'y a pas très longtemps. Donc, vu la saison des Nantais, Compliqué avec le côté. Emiliano Sala. Voilà, c'est un peu chaud. Et en plus, je pense qu'ils ont un vrai projet. Hein. Alors, eux, voilà. L'entraîneur est beaucoup plus charismatique, même si le charme de Vaïd, il faut aller le trouver. Ouais. Mais par rapport à Au mois Valdemar d'avril, ils Kita, ont gagné contre Lyon, Lyon, PSG et Paris, l'Olympique de ouais. Marseille. Oui, non, mais c'est sûr. Hein. Et ben, là, regarde, même, il faut match nul à Nice. Là, je crois qu'ils L'histoire jouent. de la championnat. Oui, ils jouent Montpellier. Là, Ah, ils jouent Montpellier. On espère qu'ils vont continuer sur la même lancée. Même si, voilà, après, on espère. J'espère que C'est, voilà, on le répète, hein, peu importe où tu finiras. Mais c'est vrai que c'est. Plus haut tu finis, et moins c'est catastrophique. Mais ça reste catastrophique. oui. Non, mais oui. Gourcuff, Lamouchi, on en avait parlé déjà. Ça serait bien. Pourquoi pas. Un retour en Ligue 1. Après, tu as voulu donner des noms un peu d'entraîneurs étrangers. J'aurais 2 noms à te proposer. Slaven Bilic, ancien entraîneur de West Ham, et Eusebio Di Francesco, ancien entraîneur de l'AS Roma. Les deux sont libres Et actuellement. il semblerait que Di Francesco soit la priorité Ouais, du Milan AC. Ouais. Donc après Bilic, c'est pas mal pour relancer Payet. On entend souvent dire Ravanelli. Est-ce que pour toi, Ravanelli, ça serait un cauchemar ou alors. Non, c'est pas un cauchemar, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, Fabrizio Ravanelli, pour moi, voilà. ne peut pas être l'entraîneur de l'OM. Après, plutôt travailler en tant que consultant ou conseiller, comme on dit maintenant dans les clubs, pour être une passerelle entre le directeur sportif et le président. Plus intéressant. Voilà, oui, mais difficile quand même de mettre Fabrizio Ravanelli, même si son discours est quand même assez intéressant. Mais bon, On l'a vu à Ajaccio, c'est compliqué. Après, c'est facile de parler quand Voilà. t'es pas sur le banc. Puis même, c'est pas la même culture aussi. Non, Voilà. non, c'est clair. Bon, après, avec Ajaccio, il courait à sa perte quasiment. Oui. C'était c'est compliqué, quoi. C'est comme si tu me dis, là, cette année, avec l'effectif de Guingamp, tu pouvais pas jouer mieux que la 18e place, je pense. Donc, Même si Gourvenec a réalisé du meilleur travail quand même. Oui, Bon, après, c'est pas le mais débat, c'est mais- pas non plus. Non, bien sûr. Ça On va dire fait qu'ils pas- sont à leur place. Ben oui, je pense que par rapport à la saison, sur ce qu'on a vu avec Comboiré et avec Gourvenec, même s'il y a le gros coup de la Coupe de la Ligue où il gagne à Paris, ça va quoi. C'est Ouais. En termes d'effectifs, pour moi, Guingamp, ils n'étaient pas forcément en dessous d'Amiens, par exemple. Pourtant, Amiens, mais ils ont Guingamp changé de Guingamp était en dessous de Guingamp l'année dernière, je pense. Ça c'est un gros sûr, problème. oui. Parce que quand tu perds un mec comme Briand qui te marque pas mal de buts, ça, tu vois, Marcus Thuram, il a progressé, mais pas assez pour devenir. Et ils avaient pris Nolan Roux qui avait marqué 15 buts avec Metz.
Et qui là, je crois qu'il a marqué, je sais pas, 3 ou 4. Oui. Il a été blessé aussi longtemps. Mais... Ouais. Johan, moi j'ai une question, donc j'ai pas de coach à proposer, mais j'ai une question. La direction de Marseille a prolongé Garcia à l'automne 2018 jusqu'en 2021. Est-ce que pour toi, ils ont commis une erreur en le prolongeant sans finalement avoir de certitude sur les résultats? À ton avis? Je pense que oui. Oui. Surtout qu'on a vu que son licenciement coûterait 10 millions d'euros, plus 5 millions pour son staff. Donc ça ferait une somme de 15 millions, c'est énorme. C'est énorme. Après, moi je me dis que si Rudy Garcia venait à quitter l'OM, ça serait intéressant quand même qu'il retrouve un club assez rapidement et que l'OM puisse s'arranger aussi avec lui sur ce terme-là. Parce que quand tu retrouves un poste, tu sais que financièrement, ça va pas être la grosse galère. Mais bon, c'est vrai que pour moi, c'est une grosse erreur de l'avoir prolongé à ce moment de la saison. De toute façon, tu vois que il y a 3 cas de figure. Il y a le cas de Rudy Garcia, il y a le cas de Bruno Genesio et le cas d'Ernesto Valverde. Voilà, les 3 devaient être prolongés. Genesio n'a pas été. Bon, finalement, il va quand même terminer sa saison avec un objectif atteint, logiquement. Ouais, il devrait qualifier le... Et avec eux, ils croisent les doigts pour que Chelsea gagne la Ligue des Champions, la Ligue Europa, pour qu'il soit qualifié directement pour la prochaine Ligue des Champions. Ensuite, tu as Garcia, donc automne, c'est un peu tôt, je trouve, par rapport à quand tu sais qu'il te reste 8 mois à tirer dans cette saison et que tu sais pas où tu vas et que le début de saison n'était pas exceptionnel non plus. C'est pour ça. Voilà. Et Valverde, qui lui a été prolongé au mois de février, mais qui au final avait... il était en lice pour le triplé, parce que le Barça peut encore faire le doublé avec la finale de la Coupe du Roi, mais quand même, l'élimination, comme ils l'ont vécu en plus, ça remet plein de choses en question. Donc voilà, oui, bien sûr, mais bon, après, voilà, ce sont 3 cas différents qui ont été gérés de manière différente. J'aurais pu parler de Christophe Galtier aussi. Christophe Galtier qui a été prolongé, mais pareil, je crois au mois de février ou un truc comme ça. Donc tu vois, je pense bien sûr que la direction, et notamment Jacques-Henri Hérault, aurait dû attendre plusieurs mois, mars-avril, mais ils avaient... Je pense aussi que de temps en temps, il peut y avoir, et ça, j'espère qu'un jour il l'avouera, qu'il y a un peu d'inexpérience aussi à ce poste, et que le fait que, alors je ne sais pas exactement si c'est vrai qu'il avait eu vent d'offres potentielles ou de regards insistants de la Première Ligue ou de la Serie A sur Rudy Garcia qui sortait d'une saison quand même intéressante. Moi, je pense que c'est un raccourci rapide pour dire allez, vas-y, je te prolonge maintenant. Logiquement, et en plus, il semblerait qu'il n'y ait pas de clause par rapport à une non-qualification. Donc, s'il n'y a vraiment pas de clause, qu'il a été prolongé de 2 saisons au mois d'octobre, ça fait beaucoup. Il y a une indemnité aussi que si Rudy Garcia est licencié. 10 millions, c'est ça. Et il y a son staff aussi. Je crois qu'il y a Bompard. Ah ouais, ils sont beaucoup. Il y a Bompard, Fichot, Jobard. Je sais que ces 3 sont liés à Rudy Garcia. Et Rongoni, lui, n'est pas sûr de rester ou pas à l'Olympique de Marseille si Garcia est limogé. Oui, et après il y a Stéphane Cassard aussi. Il y a plein de cas qui seront à l'étude, mais bon, c'est vrai que ça fait quand même une somme très rondelette à sortir. 15 millions, si tu avais déjà 15 millions à mettre sur un joueur, tout en sachant que vu que tu n'as pas atteint tes objectifs et que tu n'auras pas de Ligue des Champions, tu vas avoir une manne financière en moins et qu'il va falloir éponger, vendre. Et je suis pas sûr que, à moins que tu vendes la moitié de ton effectif, mais tout à l'heure on disait si Gustavo part, si Payet part, oui d'accord, tu auras des salaires en moins. Mais il faut qu'ils partent aussi. Voilà. Non, il faut qu'ils partent. Il faut qu'ils trouvent un point de chute qui puisse leur permettre de toucher un salaire quasi équivalent. Parce que les mecs, ils ne vont pas s'asseoir sur leur salaire. Hein. À part les pays exotiques, voilà. Chine aux États-Unis. Ouais, mais bon, Qatar. Je sais pas moi, c'est pas des vieillards non plus. Hein. Non, pas des vieillards non plus. Non, bien sûr, mais vu la saison qui réalise. Gustavo, il a 31 ans. 31 et Payet, 32. 32. Donc, je sais pas. Ouais, mais bon. Gustavo, sur 2-3 matchs, notamment Nîmes et Guingamp, on a vu que quand il était bien, il pouvait faire beaucoup de bien. Donc voilà. Il doit garder une belle cote en Angleterre aussi. Ouais, mais bon, après il y a l'âge quand même. L'âge, les Anglais quand même ils sont un peu moins friands des plus de 30 ans. Allez monsieur, clôturons ce débat. Donc dernière session de quiz. Maintenant je vais vous donner un match et vous allez devoir me donner l'équipe type qu'a réalisé l'OM.
Donc c'est plus compliqué. J'espère que c'est pas cette saison, parce que cette saison, Non, 41 41 compositions d'équipes différentes. Non, alors j'ai pris 2 matchs où l'OM n'a pas encore gagné face à le PSG, la dernière victoire face au PSG et la dernière victoire face à l'Olympique Lyonnais. Voilà. Donc 2011 et 2011, 2014. C'est ça, et 2013-2014. Donc commençons par l'OM PSG. Donc Karim, je te laisse commencer. Le 11 type de l'OM. Le 11, donc Mandanda. Ok. On en donne 2 chacun. Ah bah alors, voilà, c'est facile. Mandanda, Lucho. Ok. Lucho, Isaac, Ayou, Ayou. Gignac. Non, Pas Gignac. il n'y avait pas Gignac. Donc en 2011. Hein. Oui. Je dirais Rod Fanny. Non. En 2011, Brandao. Non. Non. Alors je vous dis Aspilicueta, Rémi. Rémi, ouais. Allez. Je vous aide ou pas? Benoît Chéroux. Eh non. Diawara. Ah ouais, Ouais, Diawara, Diawara. ouais. Benoît Chéroux était sur le banc. Il est rentré en deuxième mi-temps. Momo. Morel. C'est Momo. Morel. Les deux Momo. Morel, ça doit être. Et Amalfitano. Et Amalfitano. Ah ouais. Allez, un autre. C'est un défenseur central. Il est parti à Lyon. Ouais. Ah. Non. Nkoulou. Nkoulou, ouais. Et un dernier, il est consultant maintenant. Consultant. Consultant. Quel poste? Comment ça, quel poste? Ah, milieu de Ah, Adjara. Ouais, Alou Diarra. C'est ça. On a les 11 là? Ouais, les 11. Donc c'était Mandanda, Aspilicueta, Nkoulou, Diawara, Morel. Au milieu de terrain, Diarra, Luchuga. Ah non, il en manque un. Il joue en Chine maintenant. En Mbia. Chine. Mbia, c'est ça. Stéphane Mbia, Stéphane Mbia. qui était parti de Toulouse l'année dernière. Allez, le dernier 11 contre l'Olympique Lyonnais maintenant. Alors qui commence? Diawara. Diawara, oui. Mandanda. Mandanda, Guignac. c'est ça. Doublé ce soir-là. Eh oui, 4-2, non? Oui, 4-2. Tauvin, Diawara qui a marqué. Ah ben. Ouais, plutôt, Ouais, ouais. pas obligé, il aurait pu rentrer. Hein. Ouais. Benjamin Mendy. Non. Brice Djadjedje. Oui, j'ai dit oui. Ah ouais, bon. Nkoulou. Nkoulou, toujours. Il en manque 4. 5. Morel. Morel, défense centrale est faite. Enfin, la défense est faite. Donc le demi de terrain et deux. Gianelli Imbula. Non, Ah, il n'était pas sur ce match? non, il était rentré. Mario Lemina. Non plus. Y'a pas Ayou. Il y en a 3 qui sont toujours en activité et un autre qui est consultant sur Beansport. Oui, t'as dit André Ayou. André Ayou, oui, il y est. Ah, voilà. Son frère est consultant, je crois, sur Beansport. Jordan Ayou. Non, ah, celui qui. Ah, Giroud. Giroud. Chéroux, ouais. Et les deux sont en activité encore. Les deux qui restent. Un milieu de terrain, un C'est attaquant. quel poste? Alors, un milieu de terrain et un numéro 10. Ah, il n'y a pas Romao? Romao Et Payet. Payet. et Payet. Ouais. Tout à fait. Donc Mandanda, Djadjedje, Nkoulou, Diawara, Morel, Romao et Chiro milieu de terrain et Ayou, Payet, Tauvin, la triplette derrière André-Pierre Gignac. Allez, dernier débat, dernier sujet. C'est pas des meilleures équipes qu'on a cette année. Au fond. Sur le papier, ouais. Ils sont pas loin. Ouais. Ça se vaut. Et le coach Ouais, était c'est José Anigo. José Anigo, Eh oui. c'est ça. José Anigo. Donc messieurs, est-ce que vous avez 2-3 questions à poser à Karim? Oui. Moi j'aurais une question à te poser, Karim, ce serait, en tant que journaliste sportif, comment vis-tu le fait de suivre l'OM chaque saison? Ben, alors, déjà c'est une passion. Donc avant d'être journaliste, j'ai été supporter. Donc c'est quand même quelque chose de kiffant de pouvoir suivre l'équipe ton équipe de cœur. Après, tu essaies quand même de mettre de côté les considérations de supporterisme pour essayer d'être objectif. Non, après, voilà, moi c'est quelque chose de super à vivre, un petit peu moins pour la famille, parce qu'il y a quand même beaucoup de matchs. Il y en aura moins l'année prochaine, c'est sûr. Mais voilà, oui, madame, elle est contente quand il n'y a pas de Coupe d'Europe. Il faut noter que tu fais les déplacements aussi. Oui, je fais. Alors, cette année, j'ai raté 6 matchs. Donc voilà, ça reste, ça reste quand même assez conséquent. Et l'année dernière, sur 62 matchs, j'en avais fait 51. Donc, puisque je suis quand même assez. J'ai la chance, c'est un avantage, quelquefois un inconvénient, mais souvent une chance d'être le seul véritable à gérer l'OM sur Maritime. Le maritime. Donc ça fait plusieurs casquettes, mais
Mais bon, c'est bien. Et ça facilite aussi les relations avec les joueurs et avec le club. On a écouté l'interview de Valère Germain récemment et de Florian Thauvin qui était venu dans les locaux de c'était quand même c'était pas mal quand même de faire venir Florian Thauvin, surtout qu'il ne fait pas d'interview ou très peu d'interviews et qu'il soit venu jusqu'à Marseille. C'est quand même... Mais bon, bientôt les joueurs pourront venir à Marseille puisque on a notre fréquence marseillaise qui va être inaugurée incessamment sous peu et on sera rue de la République, donc avec un studio, avec, de toute façon vous viendrez voir. Hein. Et du coup, ouais, non, mais franchement, c'est un vrai kiff. Après, pour l'instant, il n'y a pas de vraie lassitude. Donc, ça fait 10 ans que je me suis remis vraiment sur l'OM. Donc, pour l'instant, ça marche bien. Moi, contrairement à d'autres, je ne bosse pas sur le mercato. Parce que le fait que je sois seul, donc à un moment donné, il faut lever le pied. Et il y en a d'autres qui font ça très bien, donc je leur laisse. C'est vrai que de temps en temps, j'ai quand même des infos au mercato, mais je pense que vu que je ne le suis pas du début jusqu'à la fin, je suis pas trop... je suis un peu moins concerné pour sortir des informations. Après voilà, mon job, il commence à peu près en deuxième partie de préparation, et il va jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est quand même assez lourd, tout en sachant que j'essaye de ne pas être exclusivement sur l'OM. Et tu as le basket aussi, je crois, le basket à Fos, le handball à Istres, et tous les sports qui sont pas loin de Martigues. Donc j'essaie d'aller régulièrement au FC Martigues. Après, t'as pas le temps de tout faire, quoi. Oui, bien sûr. Mais bon, c'est quand même très très intéressant, et c'est vrai qu'avec la nouvelle fréquence marseillaise, on sera amené à faire d'autres choses. Je pense que j'irai faire de temps en temps les Spartiates. Il y a plein de choses. Voilà, donc... mais bon, c'est vraiment un kiff total, quoi. De faire le métier de sa passion, quoi. Oui, voilà. C'est ça, chapeau. Johan, ouais, rapidement, est-ce que tu peux nous rappeler ton parcours pour devenir journaliste sportif? Alors bon, je suis pas si vieux que ça, mais j'étais mineur. Et à l'époque où j'étais donc mineur, je ne pouvais travailler nulle part ailleurs que pour une entreprise qui acceptait de me prendre sous contrat sans me payer la première année. Donc Maritima a accepté de faire ça. Alors bon, j'étais passionné, je jouais à l'époque, il y avait plein de choses. Ton papa, je crois, non, qui t'a... Ouais, mon père, transmis cette passion. Mon père, un Algérien venu jouer au foot en France et qui est resté du coup en France et qui m'a transmis la passion, quoi. Donc je rappelle souvent cette anecdote. Donc il a grandi en Algérie et pas au niveau éducation et compagnie, c'était quand même plus compliqué puisque voilà, on demandait aux jeunes d'aller travailler très tôt. Et lui par contre très rapidement, et voilà, dès que j'ai appris à lire, abonnement à l'équipe, abonnement à France Football, donc quand tu as 6 ans et tu commences à... Après c'est bon, quoi, et j'ai pu profiter aussi de la chance que mon père m'ait amené voir beaucoup de matchs. Tu es tombé dedans quand tu étais petit, on va dire. On va dire que c'était ça, c'était une passion, et quand j'ai compris que je ne pourrais pas être pro, j'ai dit je vais rester quand même dans le milieu, et c'est vrai que très jeune, je commentais des matchs de foot à mon père, il éteignait le son, il me dit vas-y, envoie. Donc j'ai commenté mes premiers matchs, j'avais 16 ans et demi. Sur Maritima, donc je remercie Maritima vraiment de m'avoir donné cette chance-là. Et j'ai quand même, donc j'avais 18 ans au moment de la fin de l'OM de Tapi. J'ai quand même commenté les matchs de l'OM. Alors j'étais au lycée et tout, le CPE qui tapait, qui disait tu as un déplacement à Nantes, vas-y, il faut que tu partes maintenant. Donc les profs devenaient fous, bien sûr. Toi, tu étais le plus heureux. Ah oui, mais bon voilà. Donc du coup, j'ai continué à travailler comme ça plusieurs années à Maritima. Et ensuite, à un moment donné, j'ai essayé de faire une école de journalisme, et donc celle de Bordeaux. Et j'ai passé tous les paliers. Je suis arrivé au niveau de l'entretien et ils m'ont dit mais ça sert pas à grand chose, quoi. Et tu étais déjà dans le... Voilà. Alors après, je me suis dit ouais, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et au final, j'ai dit ben voilà. Après, les aléas de la vie ont fait que j'ai arrêté le journalisme pendant quelques années pour des raisons personnelles, et quand je me suis relancé, voilà, Maritima m'a rouvert sa porte, et après c'est vrai que j'ai collaboré avec certains médias sur Paris et compagnie de temps en temps, c'est sympa aussi, mais bon voilà, oui, moi c'est Maritima, je suis de Martigues, je suis né à Marseille, j'adore Marseille, mais franchement vivre à Martigues c'est super, j'ai toute ma famille, mes parents, ma soeur, mes neveux, mes filles.
Donc voilà, c'est le top quoi. Voilà. Moi je suis content de venir à Marseille pour travailler, mais pour rien au monde je partirai de Marseille. On va clôturer cette émission. Merci Karim d'avoir été avec nous. Merci les gars, c'était un vrai plaisir. Ah ben oui, bah, ça se voit, non, quand même. Je crois que nous avons été à la hauteur. Si, très bien, très bien. Je vois que c'est préparé, que ça, et en plus, bah, ça va aujourd'hui, quand vous avez la vingtaine, vous savez de quoi vous parlez, vous suivez l'actualité de l'OM autant que nous, donc vous êtes des passionnés. Après, il faut travailler parce que les places sont chères et que quand il y aura une opportunité, j'espère que vous saurez la saisir, mais bon, voilà, continuez à travailler comme vous le faites. Je pense que ça va payer les gars. Merci à toi, merci à nos deux experts d'avoir été présents sur le plateau. Merci à vous derrière vos écrans. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'oubliez pas que nous avons créé récemment un site internet où des articles et des podcasts sont publiés. Donc je vous laisse le dernier mot, Isaac et Johan, pour conclure. Merci de nous avoir écoutés encore une fois, c'était un plaisir. Merci à toi Enzo, merci à toi Karim, merci à vous. Juste à noter que je laisserai ma place à Lucas Brousse qui est derrière la caméra, présentateur de l'After Game. Allez, merci à tous, ciao. Ciao.